Mes chers abonnés, bonjour. Il est fort probable que chacun d'entre nous, d'une manière ou d'une autre, nourrisse une passion pour l'art de s'habiller avec finesse, qualité et une touche de praticité indéniable. Nombreuses sont les enseignes qui traversent les décennies sans perdre leur éclat. Et parmi elles, une poignée se distingue par son aura intemporelle et son authenticité sans pareille. Parmi ce panthéon de marques vénérées, il en est une qui a su conquérir le cœur de millions à travers le globe. Discrète, sophistiquée, élégante. Autant d'adjectifs qui lui conviennent à merveille. Le légendaire crocodile, fièrement arboré sur vêtements, accessoires et articles sportifs, incarne à lui seul un symbole de respect et de distinction. C'est grâce à cette icône que Lacoste a su s'élever au rang des enseignes les plus prisées et reconnaissables sur tous les continents. Aujourd'hui, Lacoste transcende les simples vêtements et chaussures pour s'épanouir dans un vaste éventail d'accessoires, de montres et, bien entendu, de parfums. Selon les données officielles, les fragrances de la marque séduisent particulièrement la gente masculine, s'imposant comme des incontournables parmi les préférences olfactives. En 2018, la marque a célébré ses 85 ans d'existence, une période où elle a su conquérir les sommets de la notoriété et des ventes à travers le monde. Ses succès sans pareil s'enracinent dans la fusion harmonieuse entre praticité, esthétique raffinée et bien sûr, l'emblématique crocodile, symbole de légende et de qualité inégalée. Mais d'où vient cette inspiration ? Qui est à l'origine de cette idée audacieuse de créer une marque symbolisée par un crocodile ? Et surtout, pourquoi le choix de cet animal ? C'est à ces questions que je m'attellerai à répondre aujourd'hui. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer cette vidéo. Eh bien, allons-y. Il est préférable de débuter notre exploration de la marque en nous penchant sur son fondateur, René Lacoste. Né en 1904 au sein d'une famille aisée en France, René était destiné à un avenir tout tracé dès son plus jeune âge. Son père, un homme respecté dans la société française, avait des attentes élevées pour son fils, envisageant pour lui une place éminente dans la société. Cependant, le jeune René ne partageait pas du tout cette vision. Déjà enfant, il nourrissait une passion dévorante pour le tennis, cherchant à y consacrer chaque instant disponible. Jusqu'à ses 15 ans, René pratiquait ce sport de manière autodidacte, parfois sous la tutelle de quelques enseignants. Chaque jour, il se plongeait davantage dans sa passion pour le tennis. Mais ses aspirations étaient loin de convaincre son entourage. Ses capacités physiques semblaient insuffisantes pour bâtir une carrière d'athlète professionnel. De petite taille et de constitution fragile, René semblait peu prometteur dans le monde du tennis. Pourtant, ce n'était là qu'un des nombreux défis auxquels il devait faire face. Son père s'opposait farouchement à cette implication sportive de son fils, provoquant des conflits quotidiens sur le sujet. L'aristocrate souhaitait voir son fils embrasser une carrière de fonctionnaire plutôt que de devenir un jeune homme tenant une raquette. Malgré tout, après un certain temps, il a consenti à lui donner une chance, mais à une seule condition. René devait devenir champion du monde en 5 ans seulement. 5 années complètes, une période incroyablement courte pour un athlète sérieux. Des semaines, des mois d'entraînement acharné, de nuits blanches et d'efforts soutenus. René s'est lancé dans un entraînement intensif, comptant uniquement sur ses propres ressources. Il n'a jamais suivi de cours professionnels et n'a reçu aucun soutien de son père, ne pouvant compter que sur lui-même pour réussir. Il a perfectionné sa technique jour après jour, observant les professionnels jouer et développant une clarté de pensée et une rapidité d'exécution qui l'ont conduit invariablement vers le succès. Cette école de vie forgée dans l'adversité devait lui être précieuse pour l'avenir. Déjà en 1923, René a reçu une invitation au prestigieux tournoi international de tennis en France et en 1924, il s'est imposé comme l'un des joueurs les plus titrés du pays. Peut-être vous demandez-vous pourquoi ces détails sont importants. Eh bien, c'est durant cette période qu'est né l'Empire Lacoste. Avez-vous déjà songé à l'origine de ce fameux crocodile ? Au fait, lors d'un de ses voyages professionnels, alors qu'il flânait dans les rues de Boston, René fut intrigué par un accessoire luxueux et extravagant exposé dans une vitrine, une valise en cuir de crocodile. Très élégante et relativement abordable. Si je gagne, je me l'offrirai certainement, se dit-il avant l'un de ses tournois les plus ardus. Son adversaire était redoutable, parfois même agressif, et chaque échange était un véritable spectacle. René a déployé toute son énergie et son talent pour l'emporter. Et il a réussi.
Le lendemain, la valise en crocodile avait disparu de la vitrine. La presse a commencé alors à qualifier René d'alligator en référence à son style de jeu agile et percutant, évoquant la vivacité d'un crocodile. Quelques jours plus tard, l'un de ses proches amis, Robert George, un artiste peintre, lui a offert un dessin représentant un alligator la gueule ouverte. René fut séduit par les formes élégantes et les détails subtils de l'œuvre. Dès le lendemain, il a fait broder le dessin sur l'une de ses vestes blanches. Ainsi est né le célèbre crocodile vert, devenu depuis lors l'emblème distinctif de René Lacoste. En 1927, lors d'un tournoi américain, René Lacoste a fait sensation en arborant un polo blanc confectionné selon ses propres directives, arborant 3 boutons sur la poitrine, où trônait fièrement le fameux alligator. Il convient de souligner qu'à cette époque, le tennis était encore pratiqué en tenue de ville, avec des joueurs vêtus de chemises et pantalons blancs. Le choix audacieux de René fut perçu comme une protestation contre les normes vestimentaires strictes des tournois de tennis de l'époque. Pourtant, au-delà de sa dimension contestataire, le polo blanc offrait un confort incomparable et se fondait harmonieusement sur le vert des cours, défiant ainsi les conventions du sport. Bien que nombreux critiquaient cette initiative et même tentaient d'interdire à René de jouer, il arborait avec assurance son équipement, suscitant l'admiration de ses pairs. Mais bientôt, d'autres joueurs de tennis se mirent à copier son style vestimentaire, une situation qui ne plaisait guère au jeune homme. Face à ces imitations et à la popularité grandissante de son polo, René Lacoste a décidé de mettre un terme à sa carrière sportive. En 1933, fortuitement, René a fait la rencontre d'André Gillier, magnat du tricot. Et ensemble, ils ont donné naissance à une nouvelle marque de vêtements portant le nom de Famille de René. C'est ainsi qu'a débuté l'histoire mondiale et le succès de la marque Lacoste, avec la création de la chemise L1212. Mais ce n'était là qu'un début. Pour la première fois dans l'histoire de la mode, le logo d'une marque fut apposé à l'avant des produits plutôt qu'à l'arrière, une décision qui a fait sourciller bon nombre de personnes. Pourtant, le succès était au rendez-vous. Jusqu'aux années 50, les polos Lacoste n'étaient disponibles qu'en blanc, une couleur universelle. Cependant, René a décidé d'innover en introduisant des polos colorés sur le marché américain, une véritable révolution qui conféra à quiconque arborait un vêtement Lacoste un statut particulier. René ne cherchait pas à saturer les rayons de ses créations. Pour lui, chaque pièce devait être une œuvre d'art, gage de qualité et d'unicité. Refusant de dépenser des sommes colossales en publicité, René a misé sur une stratégie intelligente, offrir ses chemises en cadeau à des personnalités influentes de l'époque. Cette stratégie s'est avérée payante, propulsant la marque vers de nouveaux sommets en un temps record. Les Américains étaient disposés à dépenser leur argent pour acquérir ce produit synonyme de grandeur. Même René lui-même ne parvenait pas à expliquer une telle popularité, déclarant qu'il existait des phénomènes impossibles à rationaliser. Le choix du crocodile comme emblème de la marque ne fut pas anodin. Alors que d'autres marques se mettaient également à modifier leur logo, René était convaincu que le succès de Lacoste ne reposait pas uniquement sur ses symboles, mais également sur la polyvalence et l'esthétique intemporelle de ses créations. Les polos Lacoste étaient devenus incontournables, aussi bien pour une simple promenade que pour des événements importants. Au milieu des années 50, alors que la gamme de produits s'élargissait, René Lacoste a passé progressivement le flambeau à son fils, Bernard Lacoste, en 1963. À cette époque, René, fatigué par 16 années de labeur, savourait enfin les vacances qu'il avait tant méritées, laissant derrière lui un héritage emblématique et intemporel qui continue d'inspirer les amoureux de la mode à ce jour. Depuis son enfance, Bernard Lacoste avait toujours épaulé son père dans l'entreprise familiale, et son engagement fut décisif dans le développement de celle-ci. Sous sa direction dans les années 70, Lacoste a lancé des parfums qui demeurent aujourd'hui encore parmi les références en termes de qualité. Les années 80 ont vu l'expansion de la marque avec l'introduction de lunettes de soleil, de chaussures de tennis, d'accessoires en cuir et de montres. Lacoste a atteint son apogée de popularité dans les années 80, lorsque le style prépi était en vogue. Les futurs étudiants des prestigieuses universités américaines arboraient fièrement leur polo Lacoste, symbole ultime de leur statut social. L'objectif principal de Bernard était d'élargir l'assortiment pour stimuler les ventes. Dans les années 90, la popularité de la marque a monté en flèche avec l'avènement de Polo Lacoste, distribué même dans les grandes surfaces Walmart.
Toutefois, cette course à la quantité s'est révélée être une illusion cruelle lorsque la concurrence s'est intensifiée avec l'émergence de nombreuses marques concurrentes. La fin des années 90 fut marquée par une crise profonde pour l'entreprise, avec des ventes en chute libre et un déclin apparent. Bernard a envisagé même de vendre l'entreprise familiale, mais une décision conjointe du conseil d'administration a opté pour le lancement d'une nouvelle ligne de vêtements, avec Christophe Lemaire comme directeur créatif. Grâce à ces efforts, Lacoste a retrouvé son lustre d'antan et a séduit une nouvelle génération de consommateurs. La marque a renoué avec son image de luxe et s'est lancée dans de nouveaux horizons, ouvrant des boutiques dans les quartiers les plus huppés de New York et sponsorisant des événements sportifs prestigieux. En 1996, Lacoste a fait son entrée sur le marché russe avec l'ouverture d'une boutique à Moscou, rencontrant un succès fulgurant auprès de la jeunesse dorée locale. Malgré le décès du fondateur, René Lacoste, en 1996, l'entreprise a continué son expansion. Suite à une grave maladie, Bernard a passé le flambeau à son jeune frère Michel, puis à Philippe Lacoste, le petit-fils de René. Chacun d'eux a apporté sa touche personnelle à l'entreprise, tout en respectant le concept de base de la marque, polyvalence et esthétique. Aujourd'hui, Lacoste demeure l'une des rares marques gérées exclusivement par la famille. Actuellement, Lacoste est l'une des marques les plus reconnues et les plus vendues au monde, présente dans plus de 100 pays sur tous les continents. Les ventes annuelles moyennes dépassent les 50 millions d'unités et son réseau de distribution compte plus de 3000 boutiques à travers le monde. Le siège social demeure à Paris, tandis que toute la production est basée à Troyes, en France. En plus de sa propre usine en France, Lacoste fabrique ses produits sous licence au Pérou, au Maroc et en Italie. Récemment, la marque a ouvert une succursale au Salvador, dans une zone de libre-échange, dédiée exclusivement à la fabrication pour les États-Unis. L'histoire de Lacoste ressemble à un conte de fées, avec une fin véritablement lumineuse et heureuse. René Lacoste a non seulement prouvé son amour pour le sport à son père, mais il a également acquis bien plus que la simple renommée d'un joueur de tennis professionnel. Il a gagné l'amour de millions de fans à travers le monde, assurant ainsi un avenir prestigieux pour ses enfants, petits-enfants et même arrière-petits-enfants. En pénétrant dans les magasins Lacoste, les clients ont l'impression de pénétrer dans une maison de style, où ils sont accueillis par un plaisir esthétique qui transcende le quotidien. Ok, chers amis, que pensez-vous personnellement de la marque au crocodile ? Avez-vous déjà acheté un produit Lacoste ? Partagez vos impressions et avis dans les commentaires. Il sera très intéressant de les lire. Pour aujourd'hui, c'est tout. Au revoir.